Ce soir-là, debout dans le couloir de ma propre maison, j'ai compris qu'un simple appel téléphonique pouvait briser toute une vie. Ou la sauver. Je m'appelle Valérie Rousseau. J'ai 78 ans et voici l'histoire que j'ai gardée pour moi bien trop longtemps. C'était un jeudi de novembre. La pluie frappait les vitres du salon et je revenais de la cuisine avec une tasse de thé encore fumante. J'allais monter me reposer quand j'ai entendu la voix de Sandrine, ma belle-fille, qui parlait au téléphone dans la chambre d'amis. Elle ne savait pas que j'étais là. « Oui, maman, je te dis que c'est presque fini. Cette vieille ne va pas durer encore longtemps. » J'ai senti mes jambes trembler. Ma main s'est crispée autour de l'anse de la tasse. La maison sera à nous. 3 étages, jardin avec vue sur le parc, quartier Auteuil. Tu imagines? On pourra enfin vendre et partir vivre au Portugal. Elle riait, un rire léger, insouciant, comme si elle parlait d'un meuble à débarrasser. Je ne suis pas entrée. Je ne me suis pas effondrée. Je suis restée là, dans le silence, la tasse tremblante entre mes mains. Et j'ai compris une chose. Parfois, le silence est la première forme de dignité. J'ai tourné les talons sans faire de bruit. Je suis montée dans ma chambre. J'ai posé la tasse sur la table de nuit, à côté de la photo de mon mari, Henri. Ses yeux doux me regardaient encore, 18 mois après sa mort. J'ai caressé son alliance, celle que je porte encore à mon doigt depuis 56 ans, et j'ai murmuré « Henri, elle croit que tout est à elle. Mais toi, tu savais, tu as toujours su. » Puis, d'une main encore tremblante, j'ai pris mon téléphone. J'ai écrit un message à Maître Blanchard, notre avocat de famille. « Cher maître, j'ai besoin de vous voir demain matin. C'est urgent. Apportez le testament d'Henri, s'il vous plaît. Il est temps. » J'ai appuyé sur « Envoyer ». Mon cœur battait si fort que je l'entendais résonner dans mes tempes. En bas, Sandrine riait encore. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Mais ce soir-là, je ne savais pas encore à quel point ce simple message allait tout changer. Cette maison, je la connais par cœur. Chaque craquement du parquet, chaque rayon de soleil qui entre par la fenêtre du salon à 15 heures précises. L'odeur de cire d'abeille dans l'escalier. Le parfum des roses que je cultive depuis 30 ans dans le jardin. Henri et moi avons acheté cette maison en 1969. J'avais 22 ans. Lui, 27. Nous venions de nous marier à l'église Saint-Augustin. Et mon père nous avait aidés pour l'apport. 3 étages, pierre de taille, balcon en fer forgé. À l'époque, le quartier d'Auteuil n'était pas ce qu'il est devenu. Mais Henri disait toujours « Valérie, un jour, nos petits-enfants joueront dans ce jardin. Nous avons tout fait nous-mêmes, repeint les murs, posé le carrelage de la cuisine, planté les hortensias bleus près du portail. Chaque pierre de cette maison porte nos empreintes. Notre fils, Mathieu, est né ici, dans la chambre du premier étage, celle qui donne sur le parc. Je me souviens encore de la lumière dorée ce matin-là, de la main d'Henri serrant la mienne, des pleurs du bébé qui emplissaient soudain toute la maison de vie. Mathieu a grandi entre ces murs, ses premiers pas dans le couloir, ses devoirs sur la table en chêne du salon, ses rires d'enfant qui résonnaient dans l'escalier. Puis il a rencontré Sandrine. C'était il y a 12 ans, une jeune femme élégante, souriante, qui parlait beaucoup. Trop, peut-être. Mais Mathieu semblait heureux, alors Henri et moi avons ouvert nos bras. Nous avons accueilli Sandrine comme une fille. Elle venait souvent déjeuner le dimanche. Elle complimentait mes plats. Elle riait aux histoires d'Henri. Elle caressait mon alliance en disant « Valérie, j'espère qu'un jour Mathieu et moi, nous aurons un amour aussi fort que le vôtre. » Je voulais la croire. Mais après le mariage, les choses ont changé. Doucement, presque imperceptiblement. Sandrine posait des questions sur la maison, sur sa valeur, sur nos projets pour l'avenir. Elle suggérait, avec un sourire, que la maison était trop grande pour nous deux. Henri haussait les épaules. Il me disait « Ne t'inquiète pas, ma chérie, c'est la jeunesse. Elle ne sait pas encore ce que signifie construire une vie. » Mais moi, je voyais, je sentais. Cette façon qu'elle avait de regarder les pièces, de toucher les meubles, comme si elle les évaluait déjà. Quand Henri est tombé malade, Sandrine est venue plus souvent, trop souvent. Elle apportait des gâteaux, des fleurs. Elle s'asseyait près de son lit et lui parlait de l'avenir, de changements nécessaires, de simplifier les choses. Henri souriait faiblement. Mais une nuit, alors qu'il tenait ma main dans la pénombre de notre chambre,
Il m'a dit « Valérie, promets-moi une chose. Quoi qu'il arrive, ne laisse personne te prendre cette maison. Elle est à toi. Elle a toujours été à toi. » J'ai promis, sans comprendre vraiment pourquoi il insistait tant. Il est mort un matin de mai, dans notre lit, ma main dans la sienne, son alliance contre la mienne. 56 ans d'amour qui se terminaient dans un dernier souffle. Les semaines qui ont suivi sont floues. Le chagrin m'enveloppait comme un brouillard épais. Mathieu et Sandrine venaient souvent. Ils m'aidaient avec les papiers, les démarches. Sandrine préparait le thé, rangeait la cuisine, me parlait doucement. Je croyais qu'elle m'aimait vraiment. Jusqu'à ce soir de novembre, jusqu'à cette phrase entendue dans le couloir. Cette vieille ne va pas durer encore longtemps. Et soudain, j'ai compris. Tout ce temps, elle n'attendait qu'une chose, ma mort. J'ai regardé l'alliance à mon doigt. L'or était usé par les années, mais il brillait encore. « Henri, ai-je murmuré dans le silence de ma chambre, tu avais raison. Tu as toujours eu raison. » Le lendemain matin, j'avais rendez-vous avec Maître Blanchard. Le cabinet de Maître Blanchard se trouve rue de la Pompe, dans un immeuble haussmannien aux hautes fenêtres. J'y suis allé 100 fois au moins, pour les papiers de la maison, pour le contrat de mariage, pour le testament d'Henri. Ce matin-là, je me suis levé à 6 heures. J'ai pris une longue douche chaude, laissant l'eau couler sur mes épaules comme pour laver la douleur de la veille. J'ai choisi une robe bleu marine, celle qu'Henri aimait, et j'ai noué un foulard en soie autour de mon cou. Devant le miroir, j'ai regardé mon reflet, 78 ans. Des rides qui racontent chaque sourire, chaque larme. Des cheveux blancs que je ne teins plus depuis la mort d'Henri. Des yeux fatigués, mais pas éteints. « Tu es encore là, Valérie », me suis-je dit. « Et tu es plus forte qu'elle ne le croit. » J'ai glissé l'alliance d'Henri dans ma poche. Je la porte toujours au doigt, mais ce matin-là, j'avais besoin de la sentir contre ma paume, comme un talisman, comme une promesse. En descendant, j'ai croisé Sandrine dans la cuisine. Elle préparait du café, les cheveux encore humides, vêtue d'un peignoir en satin. Elle m'a souri. « Bonjour Valérie. Vous sortez ?»« Oui, j'ai quelques affaires à régler. »« Des affaires ?» Elle a penché la tête, curieuse. « Vous voulez que Mathieu vous accompagne ?»« Non, merci. Je peux encore me débrouiller seule. » Mon ton était sec, plus sec que d'habitude. Elle a froncé légèrement les sourcils, mais son sourire est resté en place. « Bien sûr, Valérie. Vous êtes tellement indépendante. » Indépendante. Le mot m'a brûlé. Comme si c'était un défaut. Comme si vieillir signifiait forcément devenir un fardeau. Je suis sortie sans rien ajouter. Le trajet en taxi a duré 20 minutes. J'ai regardé Paris défiler par la vitre. Les arbres qui perdaient leurs dernières feuilles. Les passants pressés, emmitouflés dans leurs manteaux. La vie qui continuait, indifférente à ma douleur. Maître Blanchard m'attendait dans son bureau, assis derrière une grande table en acajou couverte de dossiers. C'est un homme de 65 ans, élégant, aux cheveux gris soigneusement peignés. Il connaissait Henri depuis 40 ans. Ils avaient étudié le droit ensemble, à la Sorbonne. Quand je suis entrée, il s'est levé immédiatement. « Valérie !» Il a pris mes mains dans les siennes. Ses yeux étaient doux, inquiets. « Asseyez-vous, je vous en prie. Vous m'avez écrit que c'était urgent. » Je me suis assise dans le fauteuil en cuir face à lui. J'ai posé mon sac sur mes genoux. Pendant un instant, je n'ai pas su par où commencer. Les mots se bousculaient dans ma gorge. « Maître, j'ai entendu quelque chose. Hier soir. » « Quelque chose ?» Ma belle-fille, Sandrine. J'ai pris une grande inspiration. Elle parlait au téléphone. Elle disait que je n'allais pas durer encore longtemps, que la maison serait bientôt à elle, qu'elle pourrait la vendre et partir vivre au Portugal. Le silence est tombé comme une chape de plomb. Maître Blanchard a fermé les yeux un instant, puis il a secoué la tête lentement. « Mon Dieu, Valérie, je suis désolé. Je ne veux pas de pitié, maître. Je veux savoir où j'en suis. Légalement. » Il a ouvert un tiroir et en a sorti un dossier épais, fermé par un ruban rouge. Le testament d'Henri. « Henri m'avait fait jurer de vous protéger, Valérie. Il savait. » Il savait quoi? Que Sandrine n'était pas, disons, désintéressée. Il l'avait compris bien avant vous. J'ai senti mon cœur se serrer. Henri, mon Henri. Il avait toujours été si lucide, si attentif. Maître Blanchard a déroulé le testament sur la table. Voici ce qu'Henri a écrit. 6 mois avant sa mort, je vais vous lire le passage concernant la maison. Il a chaussé ses lunettes et a commencé à lire d'une voix posée, officielle. Moi, Henri-Paul Rousseau, saint de corps et d'esprit,
déclare par la présente mes dernières volontés. Concernant la maison 6 au numéro 17, avenue Mozart, Paris 16e arrondissement, je lègue l'intégralité de ladite propriété à mon épouse, Valérie Simone Rousseau, née Fournier. Cette maison est sa demeure, son refuge, et nul autre que moi n'a contribué à son acquisition ni à son entretien. Elle est sa propriété exclusive, en pleine jouissance et libre disposition. Mon fils Mathieu et toute autre personne n'ont aucun droit sur cette propriété tant que mon épouse est en vie. À son décès, et seulement à ce moment-là, la maison reviendra à notre fils Mathieu. Si Mathieu devait décéder avant mon épouse, la maison sera léguée selon les volontés ultimes de Valérie, et non selon les miennes. Maître Blanchard a retiré ses lunettes. Il m'a regardé droit dans les yeux. « Valérie, cette maison est à vous. Totalement. Mathieu n'a aucun droit dessus. Sandrine encore moins. Henri a été très clair. C'est un testament holographe, écrit de sa main, daté et signé. Il est inattaquable. » J'ai fermé les yeux. Les larmes sont montées, chaudes, incontrôlables. Pourquoi ne me l'a-t-il jamais dit? Parce qu'il ne voulait pas vous blesser. Il savait que vous aimiez Mathieu plus que tout. Il ne voulait pas créer de conflit, mais il voulait vous protéger. J'ai sorti l'alliance de ma poche. Je l'ai posée sur la table, entre nous. Elle brillait doucement sous la lumière du lustre. Il m'a fait promettre de ne jamais laisser personne me prendre cette maison. Et vous allez tenir cette promesse, Valérie. Maître Blanchard s'est levé. Il est allé vers l'armoire et en a sorti un autre document. Henri m'a également demandé de préparer ceci, une notification officielle, à envoyer à Mathieu et Sandrine si jamais vous vous sentiez menacés, pour leur rappeler la réalité juridique. Il a posé le document devant moi. C'était une lettre formelle, sur papier à en-tête du cabinet, adressée à Monsieur Mathieu Rousseau et Madame Sandrine Rousseau. « Voulez-vous que je l'envoie ?» J'ai relu la lettre une fois. 2 fois. Elle était claire, froide, implacable. Elle rappelait les termes du testament. Elle précisait que toute tentative de pression, de manipulation ou de revendication serait considérée comme une atteinte au droit de succession et pourrait entraîner des poursuites. Oui, envoyez-la. Ma voix était calme, ferme. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais solide. Vous êtes sûre, Valérie? Cela va créer des tensions. Les tensions sont déjà là, maître. Moi, je ne faisais que les ignorer. Il a hoché la tête. Très bien. Je l'envoie aujourd'hui même. En recommandé avec accusé de réception. Sandrine et Mathieu la recevront demain au plus tard. Je me suis levé. J'ai repris l'alliance et je l'ai glissée à mon doigt. Elle était à sa place. Merci, maître Blanchard. Merci d'avoir respecté la volonté d'Henri. C'est mon devoir, Valérie, et mon honneur. En sortant du cabinet, j'ai senti quelque chose changer en moi. Une chaleur nouvelle. Une force que je croyais perdue. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. J'ai pris un taxi pour rentrer. Pendant tout le trajet, j'ai regardé Paris à travers la vitre, et pour la première fois depuis la mort d'Henri, j'ai souri. Demain, Sandrine recevrait cette lettre, et elle comprendrait enfin que cette vieille, qu'elle attendait de voir disparaître, était bien plus forte qu'elle ne l'imaginait. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une sensation étrange. Ni peur, ni joie. Quelque chose entre les deux. Une lucidité nouvelle, comme si j'avais dormi pendant des mois et que je me réveillais enfin. J'ai préparé mon petit déjeuner dans la cuisine. Du thé Earl Grey, comme toujours. Une tartine beurrée avec de la confiture de framboise, celle que je fais moi-même chaque été avec les fruits du jardin. Les gestes étaient les mêmes que d'habitude, mais tout semblait différent. Sandrine est descendue vers 9 heures. Elle portait un tailleur noir, élégant, ses cheveux tirés en chignon. Elle avait rendez-vous avec une amie pour déjeuner, m'a-t-elle dit. « Vous avez bien dormi, Valérie ?»« Très bien, merci. » Elle a versé du café dans une tasse. Ses gestes étaient légers, insouciants. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas qu'à cet instant même, quelque part dans Paris, un facteur glissait une enveloppe recommandée dans la boîte aux lettres de leur appartement. « Vous semblez de meilleure humeur, » a-t-elle remarqué. « Peut-être. » Elle m'a regardé avec curiosité, mais n'a rien ajouté. Elle a fini son café debout, a attrapé son sac et est sortie en lançant un « à ce soir » distrait. J'ai attendu d'entendre la porte se refermer. Puis, j'ai posé ma tasse et j'ai fermé les yeux. L'attente commençait. La journée a passé lentement, trop lentement. Je me suis occupée comme j'ai pu. J'ai arrosé les plantes du salon.
J'ai relu quelques pages d'un roman de Colette que j'aime beaucoup. J'ai préparé une soupe de légumes pour le dîner. Carottes, poireaux, pommes de terre, un filet d'huile d'olive. Les odeurs familières m'apaisaient. Mais mon esprit était ailleurs. Je pensais à Mathieu, mon fils, mon petit garçon devenu un homme de 46 ans. Je l'imaginais ouvrant cette lettre, lisant les mots de Maître Blanchard. Que ressentirait-il? De la honte? De la colère? Du soulagement, peut-être? Je ne savais plus. Quand il était petit, Mathieu était si doux, si attentionné. Il m'apportait des fleurs cueillies dans le jardin. Il me dessinait des cartes pour mon anniversaire. Il me disait, avec ses yeux d'enfant, « Maman, quand je serai grand, je prendrai soin de toi. Toujours. » Où était passé cet enfant-là? Était-ce Sandrine qui l'avait changé? Ou bien avais-je refusé de voir ce qu'il était devenu? Henri, lui, l'avait vu. Henri avait toujours eu ce don de lire les gens. Il ne disait jamais rien de méchant sur Mathieu, mais je sentais bien, dans ses silences, qu'il s'inquiétait. Une fois, quelques semaines avant sa mort, alors que nous étions seuls dans la chambre, Henri m'avait dit « Valérie, tu es trop bonne, tu aimes trop. » Et parfois, les gens profitent de cet amour. « Tu parles de Mathieu ?» Je parle de ceux qui l'influencent. Il n'avait pas prononcé le nom de Sandrine. Mais je savais. Vers 17 heures, mon téléphone a vibré. Un message de Maître Blanchard. La lettre a été remise aujourd'hui à 13h30, accusée de réception signée par Madame Sandrine Rousseau. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Elle l'avait reçue. Elle l'avait ouverte. Elle savait. J'ai posé le téléphone sur la table. J'ai touché mon alliance, ce geste que je fais 1000 fois par jour sans m'en rendre compte. « Henri », ai-je murmuré, « tu es avec moi. Je le sais. » À 18h, j'ai entendu la clé tourner dans la serrure. Sandrine était rentrée. J'étais dans le salon, assise près de la fenêtre, un livre sur les genoux. Elle est entrée sans me saluer. Son visage était fermé, dur. Elle tenait une enveloppe blanche à la main. Elle s'est arrêtée au milieu de la pièce. Elle m'a regardée. Et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu avant. De la haine. Vous étiez au courant. Ce n'était pas une question. C'était une accusation. Au courant de quoi, Sandrine? De ça. Elle a jeté l'enveloppe sur la table basse. La lettre de Maître Blanchard. Vous saviez que cette maison vous appartenait. Vous saviez que Mathieu et moi, nous n'avions aucun droit. Et vous ne nous avez rien dit. Je l'ai regardé calmement. Mon cœur battait, mais ma voix était stable. Je l'ai appris hier, Sandrine. Quand je suis allée voir Maître Blanchard. Pourquoi êtes-vous allée le voir? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé le silence s'installer. Un silence lourd, accusateur. Puis, d'une voix douce mais ferme, j'ai dit « Parce que j'ai entendu votre conversation téléphonique. Avant-hier soir. » Elle a pâli. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Quelle conversation? Celle où vous disiez à votre mère que je ne durerais pas longtemps, que la maison serait bientôt à vous, que vous pourriez la vendre et partir au Portugal. Le silence est devenu assourdissant. Sandrine a reculé d'un pas. Elle a secoué la tête. Vous avez mal compris. Non, Sandrine, j'ai très bien compris. C'était une blague. Une simple... Une blague? Ma voix est montée malgré moi. On plaisante sur la mort d'une femme de 78 ans. On rit à l'idée de vendre sa maison avant même qu'elle soit enterrée. Elle a détourné les yeux. Ses mains tremblaient légèrement. Valérie, j'ai passé ma vie dans cette maison, Sandrine. J'ai élevé mon fils ici. J'ai aimé mon mari ici. J'ai pleuré sa mort ici. Et vous attendiez juste que je disparaisse pour tout effacer. Les larmes me montaient aux yeux, mais je refusais de pleurer devant elle. Sandrine a ramassé l'enveloppe. Elle l'a serrée contre elle, comme un bouclier. Mathieu va rentrer bientôt. On va en parler. Tous ensemble. Il n'y a rien à discuter, Sandrine. La loi est claire. Mon mari a été clair. Cette maison est à moi. Elle m'a fixé encore un instant. Puis, sans un mot, elle est montée à l'étage. J'ai entendu ses pas lourds dans l'escalier, puis le claquement d'une porte. Je suis restée seule dans le salon, le livre encore ouvert sur mes genoux. Dehors, la nuit tombait. Les réverbères s'allumaient un à un le long de l'avenue. Et moi, assise dans ma maison, j'ai réalisé une chose. Le combat ne faisait que commencer. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix en envoyant cette lettre. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Mathieu est rentré à 20h15. J'étais encore dans le salon, assise dans le même fauteuil près de la fenêtre. Je n'avais pas allumé les lumières. Juste la lampe sur le guéridon, celle qui projette une lueur dorée et douce. Henri l'aimait beaucoup.
Il disait qu'elle rendait la pièce plus intime, plus vraie. J'ai entendu la clé dans la serrure, les pas de Mathieu dans l'entrée. Puis, immédiatement, la voix de Sandrine qui descendait l'escalier en courant. « Mathieu, il faut qu'on parle, maintenant. » Sa voix était tendue, presque hystérique. J'ai fermé les yeux un instant. J'ai serré l'alliance entre mes doigts. Et j'ai attendu. Ils sont entrés ensemble dans le salon. Mathieu portait encore son manteau, sa mallette à la main. Il avait l'air fatigué. Ses cheveux grisonnaient aux tempes. Quand il m'a vue assise dans la pénombre, il a froncé les sourcils. « Maman, tout va bien ?»« Tout va bien, Mathieu. Assieds-toi. » Sandrine s'est plantée devant moi, les bras croisés. Elle tenait encore la lettre de Maître Blanchard. « Montre-lui, » ai-je dit calmement. « Montre-lui ce que tu as reçu aujourd'hui. » Elle a hésité. Puis, d'un geste brusque, elle a tendu l'enveloppe à Mathieu. « Lis. » Mathieu a sorti la lettre. Il l'a lue lentement, ses yeux parcourant chaque ligne. J'ai observé son visage. J'ai cherché une émotion. De la surprise, de la honte, de la douleur peut-être. Mais il n'y avait rien. Juste une expression neutre, fermée. Quand il a terminé, il a replié la lettre soigneusement et l'a posée sur la table. « Je vois. » C'est tout ce qu'il a dit. « Tu vois ?» Sandrine a explosé. « C'est tout ce que tu as à dire ? Mathieu, ta mère nous a menti. Elle savait depuis le début que cette maison était à elle. Elle savait que nous n'avions aucun droit. Et elle n'a rien dit. Je ne vous ai pas menti, ai-je répondu calmement. Je ne savais rien avant hier. Alors pourquoi êtes-vous allé voir l'avocat ? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Parce que j'ai entendu ta conversation téléphonique, Sandrine. Celle où tu disais que je ne durerais pas longtemps. Que la maison serait bientôt à toi. Mathieu a tourné la tête vers sa femme. Quelle conversation ? Sandrine a rougi violemment. C'était une blague, Mathieu. Je parlais avec ma mère. C'était juste... Une blague sur ma mort ? Ma voix tremblait malgré moi. Tu trouves ça drôle, Sandrine ? Vous avez mal interprété. J'ai très bien entendu. Tu as dit, cette vieille ne va pas durer encore longtemps. La maison sera à nous. On pourra enfin la vendre et partir vivre au Portugal. Le silence est tombé comme une pierre. Mathieu s'est levé. Il a retiré son manteau lentement, l'a posé sur le dossier du canapé, puis il s'est tourné vers moi. « Maman, tu es sûre de ce que tu as entendu ?»« Certaine. » Il a regardé Sandrine. Elle avait les larmes aux yeux maintenant. Des larmes de colère ou de honte, je ne savais pas. « Sandrine ? » J'étais énervée ce jour-là. Ma mère me posait des questions sur notre avenir. Sur nos projets, je n'ai pas réfléchi. Tu as dit que tu attendais ma mort pour vendre cette maison. Non, enfin, pas comme ça. Alors comment ? Elle a essuyé ses yeux d'un geste rageur. Valérie, vous ne comprenez pas. Cette maison est trop grande pour vous. Vous êtes seule. Vous avez 78 ans. Vous pourriez tomber dans l'escalier. Avoir un malaise. Qui s'occuperait de vous ? Je m'occupe très bien de moi-même. Mais pour combien de temps encore ? La question a flotté dans l'air, obscène. Mathieu s'est passé la main dans les cheveux. Il semblait épuisé. « Maman, Sandrine a peut-être raison, pas sur la façon dont elle l'a dit, évidemment, mais sur le fond, cette maison est énorme, tu es seule. Ce serait peut-être plus sage de... » « De quoi, Mathieu ? » J'ai senti la colère monter en moi. « De vendre ? De partir dans une maison de retraite ? De vous faciliter la vie en disparaissant poliment ? Maman, ne dis pas ça. Alors quoi ? Que veux-tu que je fasse ? Il a baissé les yeux. Je ne sais pas, mais je pense que papa aurait voulu que tu sois en sécurité, que tu sois bien entouré. Ton père voulait que je garde cette maison. C'est pour ça qu'il a écrit ce testament. Pour me protéger. Te protéger de qui ? La question est restée suspendue entre nous. Je l'ai regardé. Mon fils, mon petit garçon, l'homme qui me fixait maintenant avec des yeux froids, calculateurs. De toi, peut-être, ai-je murmuré. Il a tressailli, comme si je l'avais giflé. Sandrine s'est avancée. Vous voyez comment elle nous parle, comme si nous étions des voleurs, comme si nous voulions lui faire du mal. Vous ne voulez pas me faire du mal, Sandrine. Vous voulez juste que je ne sois plus là. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi avez-vous dit ça au téléphone ? Pourquoi avez-vous parlé de vendre cette maison avant même que je sois morte ? Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Mathieu s'est assis lourdement sur le canapé. Il a posé sa tête entre ses mains. Je suis fatigué. Je ne veux pas me disputer. Alors ne te dispute pas, Mathieu. Écoute-moi juste une fois. Il a relevé la tête.
Cette maison, ton père et moi l'avons construite ensemble. Chaque pièce, chaque mur. Nous avons économisé pendant des années pour l'acheter. Nous avons tout fait nous-mêmes. Tu es né ici. Tu as grandi ici. Cette maison, c'est notre vie. Je sais, maman. Non, tu ne sais pas. Parce que si tu savais, tu ne serais pas en train de me demander de partir. Il a détourné les yeux. Sandrine s'est approchée de lui. Elle a posé une main sur son épaule. Mathieu, on ne peut pas rester ici. Pas après ce qu'elle vient de dire. On va rentrer chez nous. Vous vivez ici depuis 6 mois, ai-je fait remarquer. Depuis la mort d'Henri. Vous disiez que c'était temporaire, que vous cherchiez un appartement. On cherche toujours. Vraiment? Sandrine m'a lancé un regard noir. Qu'est-ce que vous insinuez? Que vous n'avez jamais eu l'intention de partir, que vous attendiez juste que je meure pour prendre possession de cette maison. C'est faux. Alors prouvez-le. Partez. Le silence est revenu. Lourd, étouffant. Mathieu s'est levé lentement. Il a pris son manteau. On va y aller. Tu as raison, maman. On a peut-être trop abusé de ton hospitalité. Son ton était froid, blessé. Mathieu, non, maman. Tu as été claire. Tu ne nous fais pas confiance. Tu penses qu'on veut te voler. Alors on va partir. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est exactement ce que tu as dit. Il a attrapé la main de Sandrine. On va faire nos valises. On sera partis demain matin. Ils sont montés à l'étage. J'ai entendu leurs pas lourds dans le couloir. Le bruit d'une porte qui claque. Je suis restée seule dans le salon. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée allongée dans mon lit, les yeux ouverts dans le noir, écoutant les bruits de la maison. Le parquet qui craque, le vent qui siffle à travers les volets. Au-dessus de moi, j'entendais Sandrine et Mathieu parler. Leur voix était étouffée, mais je distinguais le ton. Ils se disputaient. Vers 3 heures du matin, j'ai entendu Sandrine pleurer. Je me suis levée, j'ai enfilé ma robe de chambre et je suis descendue à la cuisine. J'ai préparé du thé. J'ai regardé par la fenêtre, le jardin plongé dans l'obscurité, les hortensias que j'avais plantées avec Henri, le banc en fer forgé où nous nous asseyions le soir, main dans la main. J'ai touché mon alliance. Elle était chaude contre ma peau. Henri, ai-je murmuré. Ai-je bien fait? Mais Henri ne pouvait plus me répondre. Le lendemain matin, je me suis réveillée sur le canapé du salon. Je m'étais endormie là, avec ma tasse de thé froid sur la table basse. En haut, j'entendais du mouvement. Des valises qu'on traîne, des tiroirs qu'on ouvre et qu'on ferme. Ils partaient vraiment. Vers 9 heures, Mathieu est descendu. Il portait 2 grandes valises. Son visage était fermé, fatigué. Il ne m'a pas regardé. « Mathieu, on a appelé un taxi. Il arrive dans 10 minutes. Tu ne veux pas qu'on parle ?»« De quoi, maman? Tu as été très claire hier soir. Je n'ai jamais dit que je ne voulais pas de toi ici. Mais tu penses qu'on veut te voler. C'est ça ?» J'ai hésité. Les mots se bousculèrent dans ma tête. J'ai entendu des choses qui m'ont fait mal, Mathieu. J'ai eu peur. Peur de ton propre fils? Peur de perdre ce qui me reste d'Henri. Il a serré les mâchoires. Sandrine est descendue à son tour. Elle portait son manteau, son sac à main. Elle ne m'a même pas regardée. « Le taxi est là », a-t-elle dit sèchement. Mathieu a pris les valises. Il s'est dirigé vers la porte. Puis, au dernier moment, il s'est retourné. « Papa n'aurait pas voulu ça, maman. Cette dispute, cette distance entre nous. Ton père a fait ce testament pour me protéger, Mathieu. Tu le sais maintenant. Me protéger de toi, peut-être. » Ces mots ont résonné comme un coup de poignard. Il est sorti sans ajouter un mot. Sandrine l'a suivi. Mais avant de franchir la porte, elle s'est retournée. Elle m'a regardé avec un sourire froid. « Profitez bien de votre maison, Valérie, toute seule. » La porte s'est refermée. J'ai couru à la fenêtre. J'ai vu le taxi s'éloigner dans l'avenue Mozart. J'ai vu Mathieu assis à l'arrière, le visage tourné vers la vitre. Il ne s'est pas retourné. Et soudain, je me suis effondrée. Les larmes que j'avais retenues depuis 2 jours ont jailli, des sanglots profonds, douloureux. Je me suis laissée glisser le long du mur et je suis restée là, recroquevillée sur le sol du salon, pleurant comme je n'avais pas pleuré depuis la mort d'Henri. Qu'avais-je fait? J'avais défendu ma maison. J'avais respecté la volonté de mon mari, mais j'avais perdu mon fils. Pendant les jours qui ont suivi, la maison est devenue un tombeau. Le silence était partout, pesant, étouffant. Je n'avais plus personne à qui parler, plus personne pour partager le petit déjeuner, plus personne pour remplir les pièces de vie. Mathieu ne m'a pas appelé, pas un message, pas un mot. J'ai essayé plusieurs fois de lui écrire,
Mais chaque fois, je supprimais le message avant de l'envoyer. Que pouvais-je dire? Que j'avais eu tort? Que j'avais eu raison? Je ne savais plus. Un après-midi, en rangeant la chambre d'amis, celle où Sandrine et Mathieu dormaient, j'ai trouvé quelque chose. Un carnet, glissé sous le matelas. Je l'ai ouvert. C'était l'écriture de Sandrine. Des notes, des calculs, des plans. Valeur estimée de la maison, 2 300 000 €. À partager avec Mathieu après-vente, départ prévu au Portugal, région de l'Algarve. Achat d'une villa avec piscine, budget restant pour investissement. Il y avait des dates, des étapes, un calendrier. Et tout en bas de la page, une phrase qui m'a glacé le sang. Si la vieille s'accroche trop longtemps, envisagez maison médicalisée. Mathieu doit signer procuration. Mes mains se sont mises à trembler. Ils avaient tout prévu, tout calculé. J'ai refermé le carnet, je l'ai glissé dans le tiroir de ma commode. Et pour la première fois depuis des jours, j'ai senti la colère revenir. Non, pas la colère, la détermination. J'ai trouvé ce carnet par hasard. Et soudain, tout était clair. Parfois, la vérité se cache dans les endroits les plus inattendus. Vous est-il déjà arrivé de découvrir quelque chose qui a tout changé? Henri avait eu raison. Il avait vu ce que je refusais de voir. Et maintenant, c'était à moi de terminer ce qu'il avait commencé. J'ai passé 3 jours avec ce carnet caché dans mon tiroir. 3 jours à le relire en secret, espérant chaque fois avoir mal compris. Mais les mots étaient toujours les mêmes. Froid, calculateur, impitoyable. Si la vieille s'accroche trop longtemps, envisagez maison médicalisée. Cette phrase tournait en boucle dans ma tête. Le jour, la nuit, pendant que je préparais mon thé, pendant que j'arrosais les plantes, pendant que je regardais par la fenêtre le jardin vide. La vieille, c'était moi, Valérie Rousseau, 78 ans, mère, veuve, celle qui avait donné la vie à Mathieu, celle qui l'avait bercé quand il pleurait la nuit, celle qui avait pansé ses genoux écorchés, séché ses larmes, célébré chacune de ses victoires. Pour elle, j'étais juste la vieille, un obstacle. Le 4e jour, j'ai appelé maître Blanchard. « Valérie, tout va bien ?» Sa voix était inquiète. Je ne l'appelais jamais sans raison. « Non, maître, il faut que je vous voie. J'ai trouvé quelque chose. » Quelque chose? Un carnet, qui appartenait à Sandrine. Il y a eu un silence. Je vois. Venez demain matin si vous le pouvez. 10 heures. Oui, merci, maître. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. J'ai relu le carnet encore une fois. Chaque page me blessait un peu plus. Il y avait des listes, des calculs précis, le prix des villas au Portugal, les frais de notaire, les délais de vente. Tout était organisé, méthodique. Et puis, il y avait ces phrases qui revenaient comme un refrain. Mathieu doit être ferme. Il ne peut pas se laisser attendrir. Convaincre Valérie qu'elle est trop fragile pour rester seule. Utiliser l'argument de la sécurité, les chutes, la solitude. Chaque mot était une gifle. Mathieu savait. Mon fils savait. Il n'était pas manipulé. Il n'était pas innocent. Il était complice. Cette révélation m'a coupé le souffle. J'ai posé le carnet sur mes genoux. J'ai regardé la photo d'Henri sur ma table de nuit. Ses yeux doux, son sourire paisible. « Tu savais, n'est-ce pas ?» ai-je murmuré. « Tu savais que Mathieu avait changé, que ce n'était plus notre petit garçon. » Les larmes ont coulé sans que je puisse les retenir. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit, Henri? Pourquoi m'as-tu laissé l'aimer comme avant ?» Mais je connaissais la réponse. Parce qu'Henri m'aimait. Parce qu'il ne voulait pas me briser le cœur de son vivant. Alors il avait fait ce testament, pour me protéger après sa mort. J'ai serré l'alliance entre mes doigts. Je vais finir ce que tu as commencé, mon amour. Je te le promets. Le lendemain matin, je suis arrivée au cabinet de maître Blanchard à 10 heures précises. Il m'attendait dans son bureau, debout, près de la fenêtre. « Valérie, entrez, je vous en prie. » Je me suis assise. J'ai sorti le carnet de mon sac et je l'ai posé sur la table. Voilà, je l'ai trouvé dans la chambre où Sandrine dormait, sous le matelas. Maître Blanchard a pris le carnet. Il l'a feuilleté lentement, ses sourcils se fronçant à chaque page. Quand il a terminé, il a enlevé ses lunettes et s'est frotté les yeux. « Mon Dieu, Valérie, lisez la dernière page. » Il a tourné les pages. Ses lèvres se sont pincées. « Envisagez maison médicalisée. Mathieu doit signer procuration. » Il a relevé la tête. « Vous savez ce que cela signifie ?»« Oui, il voulait me faire interner. Me déclarer inapte, prendre le contrôle de mes biens. C'est exactement ça. Et avec une procuration, ils auraient pu vendre cette maison sans même votre accord. Le silence s'est installé entre nous.
Maître Blanchard a refermé le carnet. Henri le savait. Pas dans les détails, bien sûr. Mais il savait que Sandrine était dangereuse. C'est pour ça qu'il a pris ses précautions. Il a essayé de me le dire, mais je ne voulais pas l'écouter. Je pensais qu'il était trop méfiant, trop dur avec Mathieu. Vous êtes une mère, Valérie. C'est normal de vouloir croire en son enfant. Mais Mathieu n'est plus un enfant. C'est un homme de 46 ans, qui a planifié de me voler, de m'enfermer, de m'effacer. Ma voix s'est brisée. Maître Blanchard s'est levé. Il est allé chercher un verre d'eau et me l'a tendu. Buvez. J'ai bu lentement. L'eau était fraîche. Elle m'a calmé un peu. Que puis-je faire, maître? Il s'est rassis. Juridiquement, vous êtes protégé. Le testament d'Henri est inattaquable. Ils ne peuvent rien faire tant que vous êtes en vie et en pleine possession de vos facultés. Et ce carnet, c'est une preuve, non? Oui, c'est une preuve de leurs intentions. Mais ce n'est pas un document officiel, ce sont des notes personnelles. Donc ça ne sert à rien? Je n'ai pas dit ça. Ce carnet prouve leur préméditation. Si jamais ils tentaient quoi que ce soit, vous faire signer des papiers, vous convaincre de vendre, vous placer sous tutelle, ce carnet serait une pièce à conviction majeure. Il a marqué une pause. Valérie, je vais vous donner un conseil. Gardez ce carnet en sécurité. Ne le leur montrez pas. Ne leur dites pas que vous l'avez trouvé. C'est votre assurance. Mon assurance contre mon propre fils. J'ai ri amèrement. Quelle tristesse, n'est-ce pas? En arriver là. Maître Blanchard a posé sa main sur la mienne. Henri était mon ami. Un homme bon, intègre. Et je vous promets que je ferai tout pour honorer sa mémoire. Vous ne serez pas seul dans ce combat. Ce n'est pas un combat que je voulais mener, mais c'est celui que vous devez mener. Pour vous, pour Henri, pour la vérité. En sortant du cabinet, je me suis sentie étrangement légère, non pas heureuse, mais libre, libre de la culpabilité, libre du doute, libre de l'illusion. Mathieu n'était pas la victime de Sandrine. Il était son complice. Et moi, je n'étais pas une mère cruelle qui rejetait son fils. J'étais une femme qui se défendait. J'ai marché dans Paris. J'ai longé la Seine. J'ai regardé les péniches glisser sur l'eau, les touristes qui prenaient des photos, les amoureux assis sur les quais. La vie continuait. Simple, belle, indifférente à ma douleur. Et quelque part, au milieu de cette foule, j'ai compris quelque chose. Je n'avais plus besoin de l'approbation de Mathieu. Je n'avais plus besoin de son amour, s'il n'était qu'une façade. Ce dont j'avais besoin, c'était de ma dignité et de ma maison. Le soir même, j'ai reçu un message de Mathieu. « Maman, il faut qu'on parle. Sandrine et moi, on voudrait passer te voir demain. S'il te plaît. » J'ai regardé le message longtemps. Avant, j'aurais dit oui immédiatement. J'aurais préparé le thé. J'aurais sorti les biscuits. J'aurais tout fait pour qu'il se sente bien. Mais maintenant, je savais. J'ai répondu « Très bien. Venez à 15 heures. » Courte, froide, sans émotion. J'ai posé mon téléphone. J'ai touché mon alliance. Henri, demain, je leur dirai la vérité. Toute la vérité. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi d'un sommeil profond. Un sommeil sans rêve, sans peur. Le sommeil de ceux qui savent ce qu'ils ont à faire. Le lendemain, j'ai préparé le salon comme pour une cérémonie. J'ai ouvert les rideaux. La lumière d'octobre entrait à flots, dorée et douce. J'ai dépoussiéré les meubles. J'ai arrangé les coussins du canapé. J'ai même sorti le service à thé en porcelaine de Limoges, celui que ma grand-mère m'avait offert pour mon mariage. Henri aimait dire que ce service était réservé aux grandes occasions. Aujourd'hui en était une. À 15h moins 5, j'étais assise dans mon fauteuil près de la fenêtre. Le carnet de Sandrine reposait sur mes genoux, recouvert d'un foulard en soie. Mon cœur battait fort, mais mes mains étaient calmes. J'avais enfilé ma robe grise, élégante, sobre. J'avais relevé mes cheveux en chignon. Je portais l'alliance d'Henri et les boucles d'oreilles en perles qu'il m'avait offertes pour nos 50 ans de mariage. Si je devais perdre mon fils aujourd'hui, ce serait avec dignité. La sonnette a retenti à 15 heures précises. Je suis allé ouvrir. Mathieu et Sandrine se tenaient sur le perron. Mathieu portait un costume sombre. Sandrine, un tailleur beige. Ils avaient l'air tendus, fatigués. « Bonjour, maman. »« Bonjour, Mathieu. » Sandrine. « Entrez. » Ils sont entrés en silence. Je les ai guidés vers le salon. Sandrine a jeté un regard circulaire, comme si elle inspectait les lieux. Mathieu s'est assis sur le canapé. Sandrine est restée debout. « Du thé » ai-je proposé. « Non, merci » a répondu Mathieu.
J'ai versé une tasse pour moi. Mes gestes étaient lents, précis. Je voulais qu'il voie que j'étais calme, maîtresse de moi. Alors, ai-je dit en m'asseyant, vous vouliez me parler? Mathieu a échangé un regard avec Sandrine. Puis il s'est penché en avant, les mains jointes. Maman, ces derniers jours ont été difficiles pour tout le monde. On s'est dit des choses blessantes, et je pense qu'il est temps de clarifier les choses. Je t'écoute. Sandrine et moi, on ne veut pas ton mal. On ne t'a jamais voulu de mal. Si tu as mal interprété cette conversation téléphonique, je n'ai rien mal interprété, Mathieu. Maman, tu as entendu quelques mots hors contexte, c'est tout. Quelques mots? J'ai souri tristement. Cette vieille ne va pas durer encore longtemps. La maison sera à nous. C'est hors contexte? Sandrine a pris la parole, sa voix soudain plus douce, presque suppliante. Valérie, je vous en prie, vous me connaissez. Vous savez que je ne suis pas... Je dis parfois des choses stupides quand je suis stressée. Ma mère me posait des questions sur notre avenir, sur nos projets. J'ai dit n'importe quoi. N'importe quoi? J'ai posé ma tasse sur la table. Alors explique-moi ceci. J'ai retiré le foulard qui recouvrait le carnet. Je l'ai ouvert à la dernière page et je l'ai posé devant eux. Le silence est tombé comme une pierre dans un puits. Mathieu a pâli. Sandrine a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Lisez, ai-je dit calmement. À voix haute, s'il vous plaît. Mathieu a pris le carnet d'une main tremblante. Il a lu, sa voix à peine audible, « Valeur estimée de la maison, 2 300 000 €, à partager avec Mathieu après vente. Départ prévu au Portugal, région de l'Algarve. » Il s'est arrêté. « Continue, ai-je ordonné. » Il a dégluti. Si la vieille s'accroche trop longtemps, envisagez maison médicalisée. Mathieu doit signer procuration. Le carnet lui a glissé des mains. Sandrine s'est effondrée sur le canapé. « Valérie, je peux tout expliquer. Explique-moi alors comment tu comptais me faire interner. Explique-moi comment tu comptais prendre le contrôle de mes biens. Explique-moi comment tu comptais vendre la maison que j'ai construite avec mon mari. » Ma voix était montée malgré moi. Mais je n'ai pas pleuré. Pas une larme. Sandrine a essuyé ses yeux. C'était juste des idées, des plans. On ne les aurait jamais mis à exécution. Vraiment? Je me suis tournée vers Mathieu. Et toi, tu savais? Il a baissé les yeux. Maman, réponds-moi, Mathieu. Tu savais que ta femme planifiait de me faire interner pour voler ma maison? Ce n'était pas comme ça. Alors comment c'était? Il a levé les yeux vers moi. Dans son regard, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu avant. De la lâcheté. On pensait juste que ce serait mieux pour toi, que tu serais plus en sécurité dans un endroit où on s'occuperait de toi. Cette maison est trop grande, tu es seule, tu pourrais tomber, avoir un accident. Et vous, pendant ce temps, vous vendriez ma maison et vous partiriez au Portugal. Il n'a pas répondu. Sandrine s'est levée brusquement. Vous ne comprenez pas. On a des dettes, Valérie, des dettes énormes. L'entreprise de Mathieu est en difficulté. On a besoin d'argent. Cette maison, c'est notre seule solution. Votre seule solution? J'ai ri. Un rire froid, amer. Votre seule solution, c'est de voler une femme de 78 ans? De la faire passer pour folle? De l'enfermer? On ne t'aurait pas volé, a murmuré Mathieu. C'est mon héritage. Ces mots ont résonné dans le silence. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Quelque chose d'ancien, de profond. Le lien qui m'attachait à cet homme assis devant moi. Cet homme qui avait été mon bébé, mon petit garçon, mon fils. Ton héritage? Ai-je répété lentement. Tu parles de ton héritage alors que je suis encore vivante? Maman, je ne voulais pas dire... Si, tu voulais dire exactement ça. Je me suis levée. J'ai tourné le dos à la fenêtre et je les ai regardés. Mathieu, affalé sur le canapé. Sandrine, les yeux rouges. 2 étrangers dans ma maison. Ton père a écrit ce testament pour me protéger. Pas de la vieillesse, pas de la solitude. De toi. Mathieu a tressailli comme si je l'avais frappé. Il savait ce que tu étais devenu. Il savait que l'argent comptait plus pour toi que ta propre mère. Ce n'est pas vrai. Alors prouve-le. J'ai tendu la main vers la porte. Sors d'ici, sors de ma maison, et ne reviens jamais. Le silence était assourdissant. Sandrine s'est levée la première. Elle a attrapé son sac. Très bien, nous partons. Mais ne venez pas nous supplier de revenir quand vous serez malade. Quand vous ne pourrez plus monter les escaliers. Quand vous serez seul et que personne ne viendra. Je préfère être seule qu'entourée de vautours. Elle a claqué la porte en sortant. Mathieu s'est levé lentement.
Il me regardait avec des yeux pleins de larmes. « Maman, je suis désolé. »« Moi aussi, Mathieu. Je suis désolé de ne pas t'avoir mieux élevé. » Il a ouvert la bouche pour répondre, mais aucun mot n'est sorti. Alors il est parti. Je suis restée debout dans le salon, immobile, pendant ce qui m'a semblé une éternité. Puis, lentement, mes jambes ont cédé. Je me suis assise par terre, le dos contre le mur, et j'ai pleuré. J'ai pleuré toutes les larmes que je retenais depuis des semaines. J'ai pleuré la perte de mon fils. J'ai pleuré l'illusion brisée. J'ai pleuré la trahison. Mais au milieu de ces larmes, il y avait quelque chose d'autre. Un soulagement, une libération. J'avais fait ce qui devait être fait. J'avais dit la vérité. J'avais défendu ma dignité. Henri aurait été fier de moi. Cette nuit-là, j'ai dormi dans notre chambre. La chambre que j'avais partagée avec Henri pendant 56 ans. J'ai serré son oreiller contre moi. Il sentait encore son eau de Cologne, même après tout ce temps. Je l'ai fait, Henri, ai-je murmuré dans le noir. Je l'ai renvoyé. Notre fils. Le silence de la nuit m'a enveloppé. Mais je ne regrette rien. Tu avais raison. Tu as toujours eu raison. J'ai touché mon alliance. Elle brillait faiblement dans l'obscurité. Et quelque part, au fond de moi, j'ai senti la présence d'Henri. Pas physique, pas réelle, mais là, quand même, comme une main qui se pose sur mon épaule, comme une voix qui murmure « Tu as été courageuse, ma chérie ». Et pour la première fois depuis sa mort, j'ai souri. Les jours qui ont suivi le départ de Mathieu ont été les plus silencieux de ma vie. La maison semblait immense. Chaque pièce résonnait du vide. Chaque craquement du parquet me rappelait que j'étais seule. Mais étrangement, ce silence ne m'étouffait plus. Il me berçait. Le premier matin, je me suis levée à l'aube. J'ai ouvert toutes les fenêtres de la maison. L'air frais d'octobre est entré comme une bénédiction. J'ai laissé le vent chasser les dernières traces de leur présence, leur parfum, leur voix, leurs mensonges. J'ai changé les draps de la chambre d'amis. J'ai lavé les tasses qu'ils avaient utilisées. J'ai effacé leurs empreintes de chaque surface. Ce n'était pas de la colère, c'était un rituel de purification. J'ai descendu au jardin. Les hortensias perdaient leurs dernières fleurs. Les feuilles mortes couvraient les allées. J'ai pris le râteau dans le cabanon et j'ai commencé à travailler, ratisser, ramasser, nettoyer. Chaque geste était une prière silencieuse. Henri avait toujours adoré ce jardin. Il y passait des heures, à tailler, à planter, à contempler. Il disait que la terre ne ment jamais, qu'elle rend ce qu'on lui donne, qu'elle est juste. Tu avais raison, Henri, ai-je murmuré en ramassant les feuilles. La terre est plus honnête que les hommes. L'après-midi, j'ai appelé maître Blanchard. Valérie, comment allez-vous? Bien, maître, mieux que je ne l'aurais cru. Vous avez parlé avec Mathieu et Sandrine? Oui, je leur ai montré le carnet. Je leur ai dit de partir. Il y a eu un silence. Et comment vous sentez-vous? J'ai réfléchi un instant. Libre. Libre? Oui, libre du mensonge, libre de l'illusion, libre de cette culpabilité qui me rongeait. Valérie, vous êtes une femme remarquable. Non, maître, je suis juste une femme qui a enfin compris qu'elle n'avait rien à se reprocher. Il a ri doucement. Henri serait fier de vous. Je l'espère. J'ai marqué une pause. Maître, j'ai une faveur à vous demander. Tout ce que vous voulez. Je veux refaire mon testament. Votre testament. Oui, je veux être certaine que cette maison n'ira jamais à Mathieu, ni à Sandrine, ni à personne qui pourrait la vendre pour de l'argent. Vous avez une idée de ce que vous voulez faire? J'ai regardé par la fenêtre, le jardin, les arbres, les pierres de la maison qui brillaient sous le soleil d'automne. Oui, je veux la léguer à une fondation, pour qu'elle devienne une maison d'accueil, pour les femmes seules, pour les veuves, pour celles qui ont besoin d'un refuge. Maître Blanchard est resté silencieux un long moment. Valérie, c'est magnifique. Henri et moi avons construit cette maison avec amour. Je veux que cet amour continue, qu'il serve à quelque chose, qu'il aide celles qui en ont besoin. Je vais préparer les documents. Quand souhaitez-vous les signer? Le plus tôt possible. Très bien. Je vous rappelle dans quelques jours. En raccrochant, j'ai senti quelque chose se dénouer dans ma poitrine. Cette maison n'était plus un enjeu, plus une source de conflit. Elle redevenait ce qu'elle avait toujours dû être, un foyer. Le soir, je me suis assise dans le salon avec une tasse de thé. J'ai regardé les photos accrochées au mur. Henri et moi, le jour de notre mariage. Mathieu bébé dans mes bras. Mathieu enfant, sur le tricycle rouge qu'Henri lui avait offert pour Noël. J'ai touché la photo de Mathieu enfant. Ses yeux innocents, son sourire édenté. Tu étais si pure, ai-je murmuré.
Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon petit garçon? Mais je connaissais la réponse. La vie, les choix, l'argent, l'orgueil, les choses qui transforment les hommes en étrangers. J'ai décroché la photo. Je l'ai regardée une dernière fois, puis je l'ai rangée dans un tiroir. Je ne voulais plus me souvenir du Mathieu qu'il était devenu. Je voulais garder intact le souvenir de l'enfant qu'il avait été. Quelques jours plus tard, j'ai signé mon Nouveau Testament dans le bureau de Maître Blanchard. C'était un acte simple, quelques pages, quelques signatures. Mais pour moi, c'était bien plus que ça. C'était ma dernière volonté, mon dernier geste d'amour, ma façon de dire au monde que l'argent ne gagne pas toujours, que l'amour, même après la mort, peut encore servir. En sortant du cabinet, j'ai marché jusqu'au cimetière du Père-Lachaise. C'est là qu'Henri est enterré, sous un chêne centenaire. La pierre tombale est simple, juste son nom, ses dates, et une phrase que j'avais choisie, « Il a aimé sans compter ». Je me suis agenouillée devant la tombe. J'ai posé ma main sur la pierre froide. C'est fait, Henri. J'ai signé. La maison sera protégée. Elle servira. Elle aidera. Comme tu l'aurais voulu. Le vent a soufflé doucement dans les branches du chêne. Mathieu ne comprend pas encore. Peut-être qu'il ne comprendra jamais. Mais ce n'est plus mon problème. J'ai fait ce que je devais faire. J'ai honoré ta mémoire. J'ai respecté notre amour. Les larmes ont coulé. Mais cette fois, ce n'était pas de la tristesse. C'était du soulagement. Je t'aime, Henri. Je t'aimerai toujours. Et où que tu sois, je sais que tu es fier de moi. J'ai retiré mon alliance. Je l'ai regardée briller sous le soleil pâle d'octobre. Puis, lentement, je l'ai remise à mon doigt. Elle était à sa place. Et moi aussi. En rentrant chez moi, j'ai trouvé une enveloppe dans la boîte aux lettres. Pas de timbre, pas d'adresse. Juste mon prénom écrit à la main. Valérie, l'écriture de Mathieu. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre. Maman, je ne sais pas si tu liras cette lettre. Je ne sais même pas si tu voudras la lire. Mais j'avais besoin de l'écrire. Je suis désolé. Pas parce que j'ai été découvert, pas parce que j'ai perdu la maison, mais parce que j'ai perdu ta confiance, ton respect, ton amour, peut-être. Sandrine et moi traversons une période difficile. L'entreprise est en faillite. Nous avons des dettes que nous ne pourrons jamais rembourser. J'avais peur. Peur de tout perdre. Peur de te décevoir. Peur de ne pas être à la hauteur de papa. Alors j'ai écouté Sandrine. J'ai accepté ses plans. J'ai trahi tout ce que papa et toi m'aviez enseigné. Je ne te demande pas de me pardonner. Je sais que c'est trop tard. Mais je voulais que tu saches une chose. Tu as été une mère extraordinaire. Tu m'as tout donné. Et moi, je n'ai rien su garder. Je t'aime, maman. Même si je ne l'ai pas montré. Même si je ne le mérite plus. Mathieu. J'ai replié la lettre lentement. Mon cœur battait fort. Mes mains tremblaient. Mais je n'ai pas pleuré. J'ai rangé la lettre dans le tiroir de mon secrétaire, à côté du carnet de Sandrine, à côté de la photo de Mathieu enfant, des souvenirs d'une vie qui n'existait plus. Ce soir-là, j'ai préparé un dîner pour une personne. Une soupe aux légumes, un morceau de pain frais, un verre de vin rouge. J'ai mis la table avec soin, la nappe blanche, les couverts en argent, le service en porcelaine, non pas pour impressionner quelqu'un, mais pour me rappeler que je valais la peine d'être traitée avec élégance, que j'étais encore vivante, que j'avais encore de la valeur. J'ai mangé lentement, savourant chaque bouchée. J'ai écouté le silence de la maison. Et pour la première fois depuis des mois, ce silence ne m'a pas fait peur. Il m'a apaisée. Après le dîner, je me suis installée dans mon fauteuil près de la fenêtre. J'ai regardé la nuit tomber sur Paris. Les lumières qui s'allumaient une à une. Les passants qui rentraient en chez eux. Et j'ai compris quelque chose. La vie continuait. Avec ou sans Mathieu. Avec ou sans Sandrine. J'avais fait mon choix. J'avais dit ma vérité. J'avais protégé mon héritage. Maintenant, c'était au temps de faire son œuvre. Le temps qui révèle tout. Qui rend justice. Qui punit ou qui guérit. Je n'avais plus rien à faire. Juste attendre. Et vivre. Henri, ai-je murmuré en touchant mon alliance. Tu m'as appris que la vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Maintenant, je comprends. Et dans le silence de cette nuit d'octobre, j'ai souri. Parce que pour la première fois depuis longtemps, j'avais la paix. 3 mois ont passé. 3 mois de silence, de paix, de solitude choisie. J'avais repris ma vie. Mes habitudes, mes promenades au parc, mes thés l'après-midi, mes lectures près de la cheminée. La maison était devenue mon refuge, mon temple, mon univers.
Je n'avais plus de nouvelles de Mathieu, ni de Sandrine. Parfois, je pensais à eux. Je me demandais où ils étaient, comment ils allaient, mais ces pensées ne duraient jamais longtemps. J'avais appris à lâcher prise. Un mardi de janvier, j'ai reçu un appel de Claire, une ancienne voisine. « Valérie, c'est Claire. Comment allez-vous ?»« Très bien, Claire. Et vous ?»« J'ai appris quelque chose. Au sujet de Mathieu. Je ne savais pas si je devais vous le dire, mais mon cœur s'est serré. Qu'est-ce qui s'est passé? Son entreprise a fait faillite, officiellement. Il y a 2 semaines. Ils ont tout perdu, paraît-il. L'appartement, les économies, tout. J'ai fermé les yeux. Et lui, il va bien? Je ne sais pas. Mais on dit qu'il a quitté Paris. Que Sandrine et lui se sont séparés. Séparés. Le mot a résonné dans ma tête. Merci Claire. Merci de m'avoir prévenue. J'ai raccroché lentement. Je me suis assise dans mon fauteuil. J'ai regardé par la fenêtre le jardin enneigé. Alors c'était arrivé. La vie avait fait son œuvre. Quelques jours plus tard, j'étais au marché quand je l'ai vue. Sandrine. Elle portait un manteau usé, trop grand pour elle. Ses cheveux n'étaient plus coiffés avec soin. Son visage était marqué, fatigué. Elle ne m'a pas vue tout de suite. Elle marchandait avec un vendeur de légumes pour quelques euros. J'ai failli partir, faire demi-tour, l'éviter. Mais quelque chose m'a retenu. La curiosité, peut-être, ou le besoin de voir de mes propres yeux. Je me suis approchée. Sandrine. Elle s'est retournée. Ses yeux se sont écarquillés. Puis elle a baissé la tête. « Valérie, comment allez-vous » Un rire amer lui a échappé. « Comment je vais? Vous voulez vraiment savoir ?» J'ai attendu. Elle a serré son sac contre elle. On a tout perdu. L'entreprise, l'appartement, les économies. Mathieu ne trouve pas de travail. Les créanciers nous harcèlent. On vit chez ma mère maintenant, dans une chambre, à 48 ans. Sa voix tremblait. Et Mathieu n'est plus le même. Il ne parle presque plus. Il reste des heures à regarder par la fenêtre. Elle a levé les yeux vers moi. Dans son regard, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu avant. Du regret. Vous aviez raison, Valérie. Surtout, j'ai été stupide, cupide. J'ai détruit ma vie. Et celle de Mathieu. Vous avez fait des choix, Sandrine. Des choix ont des conséquences. Je sais. Elle a essuyé ses yeux. Je ne vous demande rien. Ni pardon, ni aide. Je voulais juste que vous sachiez que je regrette. Vraiment. J'ai regardé cette femme brisée devant moi. Cette femme qui m'avait appelée la vieille, qui avait planifié de m'enfermer, de me voler. Et je n'ai ressenti ni joie, ni colère, juste une immense tristesse. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne, Sandrine, ai-je dit doucement. Vous pensiez pouvoir voler sans payer. Mais la vie est juste, toujours. Elle a hoché la tête, les larmes coulant sur ses joues. Au revoir, Valérie. Au revoir, Sandrine. Je l'ai regardée s'éloigner dans la foule du marché, petite, courbée, seule, et j'ai compris quelque chose. Je n'avais pas besoin de me venger. Je n'avais jamais eu besoin. Le temps s'en était chargé. Ce soir-là, j'ai écrit dans mon journal, celui que je tiens depuis des années. Aujourd'hui, j'ai croisé Sandrine au marché. Elle a tout perdu. La maison qu'elle convoitait tant ne lui appartiendra jamais. L'argent qu'elle voulait si désespérément a disparu. Et son mariage, bâti sur la cupidité, s'est effondré. Elle m'avait traitée de vieille. Elle m'avait attendue pour mourir. Et aujourd'hui, c'est elle qui semble morte, vidée, brisée. Je ne ressens aucune joie, juste une certitude. Henri avait raison. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. J'ai refermé le journal. J'ai touché mon alliance. Tu vois, Henri, la justice existe, pas celle des tribunaux, celle du temps, celle de la vie. Et dans le silence de ma maison, j'ai souri. Si mon histoire vous a touché, retenez ceci. Se défendre n'est jamais de la cruauté, c'est de la dignité. Et parfois, dire non à ce qu'on aime, c'est se dire oui à soi-même. Aujourd'hui, j'ai 80 ans. 2 années ont passé depuis ce soir de novembre où j'ai entendu Sandrine au téléphone. 2 années depuis que j'ai découvert qui était vraiment mon fils. 2 années de paix. La maison résonne encore de ma présence. Chaque matin, je me réveille dans la chambre que j'ai partagée avec Henri. Je prépare mon thé Earl Grey. Je regarde le jardin par la fenêtre. Les hortensias ont refleuri ce printemps. Bleu, magnifique, éternel. Je ne suis plus seule. 3 fois par semaine, Isabelle vient m'aider pour le ménage. C'est une jeune femme de 40 ans, douce et attentionnée. Elle me parle de ses enfants. Je l'écoute. Parfois,
Je lui donne des conseils. Elle m'appelle Madame Valérie, avec un respect qui me touche. J'ai aussi retrouvé mes anciennes amies. Marguerite, Colette, Françoise. Nous déjeunons ensemble une fois par mois. Nous parlons de nos vies, de nos souvenirs, de nos deuils. Elles connaissent mon histoire. Elles m'ont soutenue. Tu as eu du courage, m'a dit Marguerite un jour. Beaucoup de femmes auraient cédé. Le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, ai-je répondu. C'est de faire ce qui est juste, malgré la peur. Il y a 6 mois, Maître Blanchard m'a appelé. Valérie, la fondation est officiellement créée. Les papiers sont signés. La maison sera protégée pour toujours. Merci, maître. Merci pour tout. C'est moi qui vous remercie. Vous avez transformé votre douleur en quelque chose de beau. Henri serait incroyablement fier. J'ai souri en raccrochant. La maison servira. Après ma mort, elle deviendra un refuge pour les femmes seules, les veuves, celles qui ont besoin d'un toit et d'un peu de dignité. Elle portera le nom d'Henri. Maison Henri Rousseau, refuge et dignité. C'est mon cadeau au monde, mon legs, ma façon de dire que l'amour ne meurt jamais vraiment. De Mathieu, je n'ai plus de nouvelles directes, mais parfois, par Claire ou d'autres connaissances, j'entends des échos de sa vie. Il a quitté Paris. Il travaille maintenant dans une petite ville du Sud, un emploi modeste. Sandrine et lui ont divorcé. Elle est retournée vivre chez sa mère au Portugal. Mathieu vit seul, paraît-il, dans un studio, sans grand-chose. Quelqu'un m'a dit qu'il avait demandé de mes nouvelles, qu'il voulait savoir si j'allais bien. Mais il n'a jamais appelé, jamais écrit. Et moi non plus. Parfois, je pense à lui, au petit garçon qu'il était, à ses rires dans le jardin, à ses dessins maladroits, à ses bras autour de mon cou. Je t'aime, maman. Toujours. Ce Mathieu-là existe encore quelque part dans ma mémoire, et c'est celui-là que je choisis de garder. L'autre, l'homme qu'il est devenu, je l'ai laissé partir, non par haine, mais par amour de moi-même. Il y a quelques semaines, j'ai reçu une lettre, pas de Mathieu, de la fille de Marguerite, Sophie, une jeune femme de 32 ans qui traverse une séparation difficile. Madame Valérie, ma mère m'a raconté votre histoire. Comment vous avez tenu tête, comment vous avez défendu votre dignité, comment vous avez choisi de vous respecter plutôt que de céder. Je voulais vous dire merci, parce que votre histoire m'a donné du courage. Mon mari me manipulait depuis des années. Il me faisait croire que j'étais faible, que j'avais besoin de lui. Grâce à vous, j'ai compris que je n'avais besoin de personne qui me diminue. J'ai demandé le divorce. J'ai repris ma vie en main. Vous ne me connaissez pas, mais vous avez changé ma vie. Merci, Madame Valérie. Merci d'avoir été courageuse. J'ai pleuré en lisant cette lettre. Des larmes de joie, de gratitude, d'espoir. Si mon histoire avait pu aider ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, alors tout cela avait eu un sens. Ce matin, je suis allée au cimetière. Je me suis assise sur le banc près de la tombe d'Henri. Le chêne au-dessus de nous bruissait doucement dans le vent. Henri, ai-je murmuré, notre maison vivra. Elle aidera, elle protégera, comme tu l'aurais voulu. J'ai posé ma main sur la pierre tombale. Et moi, je vais bien. Je suis en paix. Tu m'as appris que l'amour véritable, ce n'est pas posséder. C'est donner. Tu m'as tout donné. Et maintenant, je donne à mon tour. Le soleil brillait à travers les branches. Une lumière dorée, douce, apaisante. Merci Henri, pour tout, pour cette vie, pour cette maison, pour cet amour qui ne meurt jamais. J'ai retiré mon alliance de mon doigt. Je l'ai regardée briller une dernière fois dans ma paume. Puis, lentement, je l'ai remise. Elle était à sa place, pour toujours. En rentrant chez moi, j'ai traversé le jardin. Les roses grimpaient le long du mur. Les hortensias étaient en pleine floraison. Le banc en fer forgé m'attendait, comme toujours. Je me suis assise. J'ai fermé les yeux. J'ai respiré l'air frais du printemps. Et j'ai pensé à toutes ces femmes qui un jour marcheront dans ce jardin, qui s'assiéront sur ce banc, qui trouveront refuge dans cette maison. Des femmes blessées, seules, perdues, comme je l'ai été. Et elles sauront qu'il existe encore des endroits où l'amour gagne, où la dignité compte, où la justice finit toujours par triompher. Ce soir, je vais préparer mon dîner, mettre la table avec soin, allumer une bougie, lever mon verre de vin à Henri, à l'amour, à la vie. Je ne sais pas combien de temps il me reste, peut-être 1 an, peut-être 10, mais je sais une chose, je le vivrai debout, avec dignité, avec fierté, avec gratitude. Et quand mon heure viendra,
Je partirai en sachant que j'ai fait ce qui était juste, que j'ai respecté la mémoire d'Henri, que j'ai transformé la douleur en sagesse, que j'ai choisi l'amour plutôt que la peur. Si mon histoire a touché votre cœur, j'en suis profondément reconnaissante. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Alors, si vous m'écoutez ce soir, où que vous soyez, retenez ceci. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Les méchants ne gagnent jamais vraiment. Et vous, oui, vous méritez d'être respecté, aimé, protégé. Ne laissez personne vous voler votre dignité, même si c'est votre propre sang, parce que se défendre, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour de soi. Et cet amour-là, personne ne peut vous le prendre, jamais.